Yaurana, Kuraura Kiaurana et bienvenue dans Manava, Munanui, Tuohea ou encore la reine Taretahiayo. Ils font partie des histoires et légendes de l'archipel des Tuamotu. Et pour nous en parler de ce sujet, nous recevrons aujourd'hui Hawata Maximilien, académicien et membre de l'Académie Paumotu Karuru Vanaga, et Frédéric Torrente, anthropologue. Yaurana tout le monde. Yaurana. Alors aujourd'hui, on va commencer déjà pour l'histoire des Paumotu avec le point de départ de l'archipel des Tuamotu. Frédéric, c'était en 1521, après Magellan? Non, l'histoire commence par le peuplement des Polynésiens. Du coup, les grandes migrations polynésiennes depuis aujourd'hui la Grande Asie du Sud-Est, qui va coloniser tout le Pacifique de part en part. Et donc, du coup, les Tuamotu, qui sont des atolls bien disséminés, vont faire partie sont des îles où vont atterrir les gens, les pirogues de migration. Donc au final, 1521, ce n'est que la découverte, entre guillemets, moderne, contemporaine de l'archipel. Oui, la découverte, elle est par les Polynésiens avant. Bien sûr, les incursions européennes très tôt aussi, à partir de Magellan, bien sûr. Mais au début, il n'y a pas de contact avec les populations des Tuamotu. C'est surtout un passage. Les premiers contacts ont lieu beaucoup plus tard. Maximilien, on parle aussi de légendes, de mythes. Est-ce qu'il y a un mythe de la création chez vous, chez les Paumotu? Oui, c'est les Paumotu, oui, surtout à Anna. Et c'est quoi ce mythe? Je vais juste raccourcir, il faut juste aller à l'université, ceux qui fréquentent l'université. Il y a un grand flex sur le mur qui est la création des Tuamotu qui a été écrit par Payore. Et qui vient de Anna. Quand il était à Anna, il a écrit ça. Si tu peux nous résumer ce mythe, peut-être? C'est un peu la création du monde Paumotu. À ma connaissance, en Polynésie, il n'y a que deux sur ça, sur de Anna, des Tuamotu et des Marquises. Frédéric, quelle est l'importance de l'histoire Paumotu, des légendes pour les Paumotu? Enfin, je ne parle pas de légende, je parle de la mythologie, hein, donc vraiment ce qui est beaucoup plus général. Ces mythes ont un rôle de transmission d'une culture, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de mythologie. Justement, les mythes de la création sont les mêmes partout dans le Pacifique. Chaque île et chaque groupe, en général, a son mythe de la création, de l'univers, Paumotu notamment. Et comme disait Maxime, le mythe de la création de l'atoll de Hana a été recueilli dans les années 1875 par le régent Payore, qui est par un lieutenant de marine qui s'appelait Xavier Caillet. Et à l'époque, donc il a raconté ce mythe-là qui est absolument fabuleux. On ne peut pas malheureusement en parler parce que c'est trop long, mais et il a en même temps dessiné sur le sable sa vision, sa représentation du monde Paumotu avec des cieux qui sont empilés et également des niveaux souterrains qui sont également empilés. Voilà, donc c'est Tepo et Teao et puis. Alors n'hésitez pas si vous voulez en parler, hein, puisqu'on a 26 minutes devant nous. Je pense que les téléspectateurs seraient intéressés de savoir, peut-être pas en détail, mais en résumé, l'histoire de cette création, de ces mythes. Globalement, le système des créations est toujours le même partout en Polynésie, c'est-à-dire que on va partir des fonds marins, donc du plus profond des océans, qui sont l'origine. Et puis il va y avoir, alors à Anna, ces deux tortues qui sont mâle et femelle, Matariki et Takero, qui vont remonter l'atoll de Hana à la surface. Donc c'est une très très belle image. Et donc l'atoll de Hana va arriver à la surface, à la vie, à la lumière. Et du coup, il va y avoir les plantes qui vont se former et les hommes qui vont naître donc à la lumière. Bon, ça c'est conforme à tous les mythes de la création de partout en Polynésie. Maximilien, tu es dans l'association Tereo Te Tuamotu et l'Académie Paumotu Karuru Vanaga. C'est quoi le rôle de ces deux entités? Est-ce que c'est de transmettre ces légendes? Est-ce que c'est d'être un porte-parole pour les Paumotu? Si on parle de l'académie, vous savez ce qu'ils font les académiciens. Ils récupèrent et puis il y a des travaux qui sont derrière, c'est pour la traduction et pour la mise en place des mots, des dictionnaires et tout ça. Mais le Tereo de Tuamotu a été mis en place pour justement créer, mettre en création l'institution. Nous, on a une institution, l'Académie Paumotu Karuru Vanaga. Donc la restitution des histoires et peut-être de la langue aussi? C'est de la langue concernant l'Académie, c'est la langue, et concernant le Tereo de Tuamotu, c'est toute l'histoire. Alors c'est d'actualité. Légendes et tout ce que tu veux.
C'est d'actualité, donc je me permets de t'en parler, Frédéric. Parlons de la lettre K. Yeah. Pourquoi est-ce que ça existe aux Marquises, au Tuamotu et pas ailleurs? Mais dans les langues proto-polynésiennes, le K et le Ng sont des sons qui sont originels. Donc il n'y a que à un moment donné de l'histoire où le tahitien et la langue des îles souvent c'est individualisé en mettant donc une occlusive glottale. Mais autrefois, il y a très très longtemps, on parlait aussi avec des K et des Ng. Bon, ça a été supprimé par certains groupes qui se sont individualisés pour se marquer. C'est un argument de pouvoir, la langue aussi, pour s'isoler de ses voisins. D'accord. Alors, les Pomotu, ils utilisent aussi parfois le chant et la musique pour transmettre des histoires. On a par exemple Teisho Tetofa qui a sorti par exemple Ruarangi, reine de la nature. Maximilien, d'où vous vient ce savoir? Est-ce que c'est transmis oralement? Est-ce que vous avez des livres sur ces histoires? Enfin, je vais juste un peu, entre parenthèses, on nous a accusés de ne pas écrire comme les Européens quand il y avait Charlemagne. Mais nous avons commencé quand même à écrire. Et nos histoires ont été calquées sur des pierres, sur des, comme disait Torrente, sur les deux tortues Matariki et Takero. C'est la preuve que nous n'avons pas toujours été peuple oral, si, en général, mais on a quand même fait des écrits, des images, des pétroglyphes, ce genre de trucs. Ça nous apprend. Aujourd'hui, il y en a qui apprennent à écrire, à lire les pétroglyphes. Donc, nous dire que l'oralité, c'est très bien, et ça a permis à nous, à nos parents, de maintenir leur histoire et de maintenir leurs connaissances et maintenir leurs règles sur leur vie avant même 1000 ans avant que les Européens arrivent chez nous. On va dire comme ça, Magellan. On va dire le Polynésien s'est installé il y a presque de parenthèse 1500 à 2000 ans sur la Polynésie. C'est moi qui avance ça, c'est pas les... Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous, en tant qu'académicien, avec Karuru Vanaga, tout ça, est-ce que vous apprenez les pétroglyphes, pardon? Vous les apprenez? Est-ce que vous savez les lire? Nous récupérons tout ce qu'il y a à récupérer pour préserver, mais il y a des gens qui sont spécialistes pour ça. D'accord. Fred, tu voulais réagir à ce que vient de dire Maximilien? Oui, pour justement cette civilisation de l'oralité, ce qui est intéressant, je me souviens toujours, quelques-unes de mes étudiantes demandaient mais comment on fait alors pour garder les traditions et je dis vous prenez l'exemple de l'atoll de Hana où justement ils connaissaient énormément de chants sacrés, des fakatara, des fangu, et ces chants pour les conserver, eh bien ils les ont mis en chansons et bien toute la communauté de Hana notamment a réussi à conserver des textes qui sont sacrés, des textes qui datent de plus de 1000 ans. Et le fait de le mettre en chanson, de le chanter dans les bringues, eh bien, autant les vieux que les jeunes chantent ces chants-là et du coup ça maintient une oralité qui est authentique puisque les textes ne sont pas touchés en général. Donc c'est entre guillemets une manière de moderniser ces textes sacrés. Comment est-ce qu'on réagit quand certaines personnes disent que c'est un manque de respect par rapport à l'histoire, Maximilien? Pas moderniser, mais perpétuer la connaissance et surtout maintenir le savoir-faire. Maintenir par l'oralité. Parce que l'éducation moderne d'aujourd'hui n'est pas si évoluée par rapport à nos anciens, hein, par rapport à la vie commune. Alors, on a aussi, par rapport à tout ce que les Pomotu ont comme héritage, on a aussi le Teri Pomotu, Maximilien. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Whakahewa Pomotu, on dit Whakahewa Pomotu. Tairi, Whakahiva. Whakahewa. C'est quoi la différence entre les deux? Whakahiva Pomotu. Tairi, c'est tongere. Tairi, c'est fouetter. Oui. Whakahewa, c'est faire chanter sa guitare. Donc, il faudrait arrêter avec ce terme de Teri Pomotu et plutôt utiliser Whakahiva Les Pomotu. Tahitiens, ils disent Tairi Teiti, Tairi Pomotu. Nous, on dirait Whakahewa. Ah, je trouve que c'est plus joli, effectivement. Et c'est important pour vous de pouvoir transmettre ce Whakahiva Pomotu, du coup? C'est très important. C'est très important. Je vais juste citer un nom de quelqu'un qui a voulu vraiment mettre ça en place. C'est Koko Hota Hota. Dans les années
80, on a commencé à parler de ça, mais personne ne le suivait. Aujourd'hui, le conservatoire a mis en place, et Fred Awetine, avant, pour qu'il y ait des concours pour maintenir ça. Ben, mon vœu le plus cher sur ça, c'est qu'il y ait des gens qui donnent des formations à ce rythme de façon de jouer la guitare pomoto. Toutes les bringues dans toute la Polynésie, même autour de tous ceux qui font des danses, on dit danse Orithiti dans le monde, mais le rythme, c'est le rythme pomoto qui a été maintenant globalisé, le rythme polynésien. Où est-ce qu'on peut justement se former et apprendre, mis à part avec les copains, les copines ou de la famille des Tuamotu, comment est-ce qu'on peut apprendre Si tu veux vraiment apprendre, il faut prendre l'avion ou le bateau, tu vas en Tuamotu, tu restes 6 mois et tu reviens, tu sais le faire. Oui, au final, comme un peu tout, comme la langue, comme l'histoire. Exactement. Mais sinon, il y a certaines personnes ici, mais malheureusement au conservatoire, nous n'avons pas encore, on va dire entre parenthèses, des spécialistes qui ont été nommés ou bien bénévolement qui donnent des formations sur ça. Est-ce que les jeunes trouvent ça important de pouvoir apprendre? Est-ce qu'ils sont sensibles à tout cet Tu apprentissage? avais parlé tout à l'heure de Kevin, Oui. En aparté, et il y a un jeune qui est venu à nous jouer de 17 ans, de 15 ans. Ils savent très bien jouer parce qu'ils ont envie de jouer le Whakahewa Pomotu. Ils ont envie de ce rythme-là et cette façon de jouer de la guitare. Et la langue, est-ce que les Pomotu réussissent à la maintenir? Tant bien que mal, parce qu'avec tout le système télé, radio traité, et tout, alors nous avons tendance dans les îles à écouter les nouvelles qui viennent à la radio, à la télé. Ils sont en français, et très peu en tahitien et souvent en français. La perdition des langues polynésiennes, surtout le Pomotu et le marquisien, heureusement les marquisiens sont tenaces, sont revenus dessus, parce que sinon ils n'auraient parlé qu'en français. Et c'est le Tahiti qui a été propulsé dans les radios, radio Tahiti, Allô les îles, tout Pomotu et tout Motu, Tatato Prapi, que en tahitien. Il n'y avait pas en Pomotu, il n'y avait pas en marquisien. Alors Frédéric, on rappelle que les îles des Tuamotu sont principalement des atolls. Est-ce que ça a été une spécificité qui a été un frein pour la transmission, que ce soit de la langue, que ce soit de la musique, des chants sacrés ou des textes sacrés? Il faut tout d'abord rappeler que les atolls des Tuamotu représentent le plus grand archipel de la Polynésie, puisque c'est étendu sur la surface incomparable à l'Europe. La moitié de la Polynésie. Voilà, la moitié de la Polynésie. Donc ça constitue énormément d'îles avec 7 aires linguistiques et culturelles, ce qui est énorme. Et également, ce monde des atolls, évidemment, comme dirait la Palisse, est différent des îles hautes. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'échappatoire de vallée pour aller se cacher. Il y a quelques grottes, mais c'est rare aussi, à part à Ana et à Niao ou à Makatea. Voilà, donc de suite, c'est ce relief particulier qui est vraiment entre la mer et le ciel a justement façonné une culture particulière, celle des atolls. Mais les gens des atolls peut-être viennent d'autres atolls aussi, puisque les gens savaient où trouver de l'eau, creuser pour trouver la nappe d'eau douce, etc. Donc du coup, voilà, c'est cette adaptation au milieu. Elle a été nécessaire pour la technologie pour survivre, mais aussi elle a donné des spécificités dans la langue et dans la façon de vivre Pomotu. Je pense que Maxime peut en parler. Quand je suis arrivé chez eux à l'époque pour commencer ma thèse sur l'atoll de Ana, voilà, il fallait aller sur place, rencontrer les gens qui avaient énormément de savoir. Donc, et ce savoir, il est à travers la langue. Et donc, je crois que Maxime peut en parler. C'était justement ma prochaine question. Est-ce que les gens, à l'époque, ils voyageaient d'île en île pour transmettre ce savoir? Maximilien? Voyager d'île en île, oui, mais pas vraiment pour faire ça. Ils voyageaient parce qu'ils ont dans l'obligation de voyager. Et quand ils arrivent sur une île, mais c'est toujours le contact et puis commencer par la connaissance de ce que tu sais, de ce que je sais. Les échanges font en sorte que les langues évoluent et puis les gens se comprennent. Bon, comme disait Torrente, il y a 7 aires linguistiques au Pomotu, c'est sûr, mais il y a une seule langue Pomotu.
c'est la langue Pomutu. C'est le bouquet de ces 7 aires linguistiques. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les mots des objets, les noms et tout ça. Je vais juste donner un exemple. La langue Pomutu est très riche par rapport aux mots, des objets, des matériels et tout ça. Je vais donner un exemple de bénitier. L'exemple de bénitier, pour que tout le monde se comprenne, il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'est le mot pahoua. Oui. Hein? Vous, en Tahitien, on dit pahoua. Nous, on dit kohea. Et le kohea, c'est dans tout l'archipel des Tuamotu. Par contre, il y a des spécificités. En Napuka, on ne dit pas kohea, on dit ngayere. Il y a aussi le koyoyo. Ça, on le connaît, le koyoyo dans les chants. Voilà, c'est parce que les chants qui ont été chantés par nos artistes Pomutu portaient ça et les gens retenaient ça sans le savoir ce que c'est. Si je me trompe pas, c'était Mona ou te koyoyo. Si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Oui. Mais... Pas vraiment, on dirait. Non. Je parlais de la richesse de la langue Pomutu. Il y a plusieurs mots qu'on pourrait nous utiliser. Et c'est le rôle de l'académie de rassembler tous ces mots-là et de mettre qu'on utilise, qu'on ne perd pas. Le travail aussi de l'académie, c'est d'aider les enseignants à pouvoir parler le Pomutu et de transmettre dans les écoles. Pour revenir aux légendes, on connaît bien les légendes, les mythes, hein, plutôt pour reprendre ton terme, Frédéric. On connaît certains mythes de Tahiti, des îles sous le vent, des îles du vent, des marquises, et pourtant on connaît un petit peu moins les mythes des Tuamotu. Donc Frédéric, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? À mon avis, il y a des mythes partout, sauf qu'on les connaît aujourd'hui beaucoup moins qu'avant. Et aujourd'hui, il y a des fragments de mythes, puisqu'on dit des légendes. Mais bon, on parle des récits de la création tout à l'heure, qu'il y a partout dans les îles. Mais justement, au Tuamotu, dans les années... Donc on parlait de l'oralité, mais Maxime disait tout à l'heure que très tôt, les Pomutus se sont mis à apprendre à lire, à écrire, à consigner leur tradition dans des putatupuna. Donc ces livres, ces premiers livres écrits donc par les Pomutus, ces premiers écrits donc ont été recueillis dans les années 20, notamment par le linguiste Frank Stimson qui a bien circulé partout dans les atolls. C'était les équipes de recherche du Bishop Museum de Hawaï, de Honolulu. Et du coup, ils ont laissé des corpus de textes donc à l'écrit, des choses sur lesquelles on a travaillé d'ailleurs pour l'atoll de Hana avec toute la communauté et l'association de Maxime et Joanna, donc pour justement mettre un peu en relation la tradition orale actuelle et qui était quand même très très riche à Hana, puisque aujourd'hui la mémoire elle est centrée sur les lieux. C'est une mémoire topologique, c'est-à-dire qu'on va voir tel lieu, ah ben hop, de suite, chez les anciens, ils vont déclamer un chant par rapport à ce lieu. Et donc, on tourne tout autour de l'atoll, il y a des chants territoriaux partout, et ces chants-là vont avoir une fonction de mettre en quelque sorte la mémoire des différents lignages de l'atoll en histoire. Donc, du coup, ces groupements de parenté qu'on appelle les ngati, donc, ou les ati en tahitien, c'est un mot qui a plus ou moins disparu, enfin qui est encore très connu chez les Pomutu, chez les Maoris, hein. Et ces ngati, ces lignages, ou plutôt ces ramages en anthropologie, eh bien, vont avoir une histoire particulière et on voit que les gens à l'époque sont très mobiles. Ils vont, par exemple, dans le cas de Hana et de tout un tas d'atolls des Tuamotu, il y a le mare Aturona, on sait que ça signe cette présence d'un mare. Il y a 13 atolls où il y a un mare Aturona, eh bien, ça signe le déplacement de la lignée des Varroa à travers tous les Tuamotu. Donc, les gens étaient extrêmement mobiles. Bon, Maxime a parlé tout à l'heure pourquoi, hein, donc c'est pas que la course aux richesses ou aux ressources, c'est surtout des compétitions de prestige entre les clans, et donc du coup les gens étaient très très mobiles autrefois et cette histoire-là, elle reste très vivace encore aujourd'hui, cette histoire des familles aujourd'hui actuelles qui a encore une tradition conservée à travers les chants notamment. Maximilien, tu voulais réagir à ce que disait Frédéric? Non, ça va, il a tout. C'est pas grave, on va rester avec toi puisque tu étais destinataire de ma prochaine question. Où est-ce qu'on trouve justement toutes ces histoires, tous ces éléments d'histoire, de culture? Où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce que l'association Te Reo Te Tuamotu ou l'académie Karuru Vananga
euh, prend des initiatives pour transmettre ce savoir? Nous avons, avec Tereo Tetoamutu, publié 2 livres déjà. Et là-dedans, il y a une différence. C'est par rapport à nos Makeva, à nos festivals qui ont été faits, à tout ce qu'on a fait dans les festivals. On a publié dans des livres, on a écrit, on a publié. Et sinon, nous avons aussi des travaux qui ont été faits par l'Académie. Et surtout, nous essayons de récupérer jusqu'à aujourd'hui. On continuera toujours à récupérer tout ce qui concerne la langue et les histoires. Il y en a plein. Où il faut aller chercher, ben, il faut chercher. si tu ne veux pas chercher, tu ne trouveras pas. Il y a même des gens qui sont, entre parenthèses, dans l'administration. Ils ne savent même pas qu'il y a une académie Pomotou. Ils savent simplement qu'il y a une académie tahitienne, une académie marquisienne. Ils ne savent pas qu'il y a une académie Pomotou. Et aujourd'hui, avec notre émission, ils le savent, j'espère. Il y a déjà une vingtaine d'années que nous existons. Et nous essayons de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer pour préserver la langue. Ce n'est pas un petit travail. Frédéric, on le sait que le savoir polynésien se transmet principalement oralement, hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Comment se renseigner, ça rejoint un petit peu la question que je viens de poser à Maximilien, comment on se renseigne, comment est-ce que toi, en tant qu'anthropologue, tu as su tout ça? Est-ce qu'il faut tout simplement se déplacer dans l'archipel? Ah ben oui, de toute façon, c'est pour les anthropologues, enfin, les ethnologues, on est obligé de faire du terrain, hein, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, donc il faut être immergé pendant un bon moment dans la culture étudiée, y compris dans les références de la langue. Les moyens dont on dispose pour reconstituer justement ce passé des Tuamotu, cette culture qui est beaucoup plus complexe parce que l'archipel est éclaté, hein, donc c'est très grand, c'est très vaste, divisé par justement tous ces anciens clans. Il y a bien sûr la tradition orale, je vous ai dit aussi celle qui est passée à l'écrit. Donc aujourd'hui, il y a des étudiants, la langue Pomotu est étudiée à l'université de la Polynésie française. Et il y a bientôt des étudiants en langue qui vont bientôt être docteurs en Pomotu, donc ça prend le chemin et ça c'est très bien. Du coup, les gens vont continuer à travailler sur leurs îles avec l'académie Pomotu également, l'université, pour justement continuer ce que nous on a commencé, c'est-à-dire les recherches où on a exhumé des matériaux qui étaient aujourd'hui très peu connus et les gens vont aller recueillir leur savoir un peu partout parce que les gens souvent n'osent pas parler de leur passé. On va voir pourquoi par rapport à la question de la modernité aujourd'hui. Hein. Pour toi, la culture Pomotu, c'est quoi finalement? C'est une culture extrêmement riche, qui est extrêmement modeste et une culture qui est très résiliente puisque c'est beaucoup plus compliqué de vivre sur un atoll que de vivre sur des îlotes qui sont beaucoup plus comment dire, fertiles, on va dire, même si les atolls étaient très fertiles aussi. Ça, c'est une vue d'esprit d'aujourd'hui. Les gens pensent que les Pomotu, comme chantaient certains chanteurs, c'est pas que du poisson et du copra. Le copra et la culture du copra étant très récente, donc n'est pas pré-européenne. Du coup, il y avait très peu de cocotiers autrefois. Et tous ces paysages des atolls ont changé énormément. Et chaque fois, cette culture Pomotu s'est adaptée à des nouvelles circonstances. Et donc, ça en fait des sociétés extrêmement résilientes, notamment pour ce qui se passe actuellement aussi. Et pour compléter ta réponse, Maximilien Hawata, finalement, c'est quoi être Pomotu? C'est être comme moi. C'est pas difficile. Mais c'est-à-dire, entre dans les détails. On peut pas dire pourquoi. C'est quoi être Pomotu, hein? Tu es un Pomotu, tu es un Pomotu. C'est pas pourquoi être Pomotu. Si tu es né Pomotu, si tu es né tahitien, c'est quoi être tahitien? C'est quoi être marquisien? Tu sais, on entend souvent des gens dire tu es tahitien raté, Pomotu raté. Non, ça c'est péjoratif, toutes ces conneries-là. Être Pomotu, tu es Pomotu. Être marquisien, tu es marquisien. Être la question n'a pas d'être posée, mais moi, un Pomotu, c'est un Pomotu. C'est là où tu es né. Non, c'est pas là où tu es né, aussi. Mais si tu as des parents Pomotu, si tu veux devenir un Pomotu, mais on Pomotu vivre. Tout simplement. Tout simplement. Frédéric, tu confirmes, tu as la même vision des choses?
Absolument. Je crois que il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, Bah et surtout le fait. Autrefois, le problème dans la société ancienne ne se pose pas identitaire, puisque les gens étaient dans un clan, ils appartenaient à un clan. Aujourd'hui, on est beaucoup individualiste, mais autrefois, on n'est pas un individu sans sa société. Du coup, les gens se posaient pas la question, et c'est en vivant sur place, en parlant la langue, en faisant les choses, en utilisant les techniques. Et en allant trouver des femmes parfois ailleurs, comme c'était ces compétitions-là, et bien du coup, on est effectivement, ça modèle une culture particulière, Merci beaucoup. remarquable en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. On est déjà sur la fin de l'émission. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur la page Facebook Tereo Ote Tuamotu, tout simplement. Une dernière phrase pour terminer en Pomotu, peut-être, Maximilien? Tanohonga yere koreko to hea tere upo mutu e te hanga whaanohonga. I whaanoha tonga hea naruto i tere upo mutu. Ia naruto no i tere uwhrani. No tere ko i tere upo mutu. Ai te tano. Maruru. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas Ce le qui veut Pomotu. dire, les émissions dans ce genre, c'est très bien de le faire, mais ça serait mieux si c'était en Pomotu. Si on parle de Pomotu et de la langue Pomotu, on fait en français, c'est un gaga. Je prends ton numéro, je vais apprendre la langue pour la prochaine fois. Maruru On va y Mete. travailler. Maruru Mete. Et c'est déjà la fin de Maruru. notre émission. Tout de suite, ça va être votre VA Tahiti, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15 pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato faririr a trahoma parhena.